On va parler évidemment d'un sujet beaucoup plus lourd et beaucoup plus chargé. C'est évidemment cette attaque terrible à la Nouvelle-Orléans qui s'est produite lors de cette soirée du Nouvel An macabre. Au moins 15 personnes sont mortes dans cette attaque qui a frappé le quartier touristique français lors de la nuit du Nouvel An. Le FBI cherche d'éventuels complices au principal suspect, Shamsuddin Jabbar. Un appel à témoins a été lancé à toute personne disposant d'informations, de photos ou de vidéos. Alors, pour commencer, Régis Le Sommier, quelles sont les dernières informations dont nous disposons pour le moment concernant cette attaque? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que le processus, le mode opératoire, donc de prendre une voiture et de foncer dans la foule, a une nouvelle fois, a été utilisé dans une ville, j'ai envie de dire, la Nouvelle-Orléans, à laquelle, a priori, on s'attend pas à ce qu'il y ait d'attentats à la Nouvelle-Orléans. Enfin, il peut y avoir des attentats, il y en a déjà eu des attentats revendiqués par l'État islamique à Orlando, en Californie, à San Bernardino et autres. Mais celui-là en particulier, la ville de la Nouvelle-Orléans, moi j'y ai passé beaucoup de temps à l'époque de l'ouragan Katrina. C'est une ville qui est plus caraïbéenne d'ailleurs qu'américaine. C'est pas la ville de l'ordre, c'est pas Las Vegas, c'est pas, même si, donc on sait qu'il y a eu aussi un autre attentat. Donc ce qu'on sait, c'est que en effet, c'est un individu qui s'est radicalisé, mais qui a un profil vraiment particulier, parce que vous savez, quand on parle de djihadisme, on dit souvent il y a on brandit le terme de taqiyya, qui est la dissimulation, qui est un concept à la base chiite à la base et qui a été repris par les takfiris, les radicaux sunnites, c'est-à-dire l'idée de s'intégrer dans une société pour, à un moment de cette société, frapper, de se dissimuler, en fait. Et là, on a un profil quand même assez étonnant, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des militaires américains radicalisés qui frappent. Il y avait eu à Fort Hood, au Texas, déjà il y a quelques années, également un militaire, mais qui avait tué d'autres militaires qui s'étaient radicalisés. Mais là, celui-ci, c'est assez incroyable, parce qu'il a été jusqu'à recevoir, après le 11 septembre, une médaille de la lutte contre le terrorisme. Ouais. Médaille que George Bush avait décidé de donner aux soldats. Donc c'est quelqu'un qui a participé, on va dire, à l'effort américain de lutte contre le terrorisme, parce qu'il s'est engagé en 2004 dans l'armée américaine. Et donc, on peut imaginer qu'il s'est caché pas mal d'années, en tout cas que sa radicalisation et son passage à l'acte ont été un long processus. Et là, moi, ça m'a rappelé quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu dissimulation pendant toutes ces années, donc oui. D'où la taqiyya, puisque c'est comme clairement. Ça qu'on... Ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où il a tout simplement basculé, finalement? Alors, il y a toujours le moment où on bascule. Les djihadistes interviewés à Guantanamo expliquent qu'il y a un moment, il y a un homme, il y a quelqu'un qui vient dans leur vie, qui leur amène cette radicalité, ou c'est-à-dire que, en fait, c'est une rencontre souvent qui fait que ça les met sur la voie du djihad. Donc c'est comme ça qu'il l'explique. Mais lui, il y a forcément un moment de bascule, et ensuite un moment de passage à l'acte, mais il peut se passer plusieurs années. Moi, ça m'a rappelé, je terminerai là-dessus, les attentats du 11 septembre, tout simplement. Un de ceux qui avaient pris les commandes d'un des avions, qui était d'origine saoudienne, s'était intégré pendant pratiquement 2 ans dans la société américaine, avait même mis ses enfants à l'école, donc avait mis sa famille. Quand sa famille est repartie en Arabie Saoudite à l'époque, il avait fait une fête pour dire au revoir, etc., avant de passer à l'acte. Donc c'est quelqu'un qui avait complètement intégré les rouages de la société américaine, et là, on est face à une forme de dissimulation encore plus importante, puisqu'on est dans le cadre de l'armée américaine, dont on sait qu'elle a quand même lutté depuis le 11 septembre sur pas mal de fronts, dans pas mal d'endroits dans le monde, à la fois contre Al-Qaïda, contre Daesh, et donc il est possible aussi que ce personnage se soit radicalisé, peut-être parce qu'il a été amené à conduire des opérations, on ne le sait pas encore, sur des fronts irakiens ou afghans, tout simplement. On ne sait pas encore s'il s'est radicalisé avant avoir
servi les États-Unis ou après. Ou après, parce qu'il a quand même une période de l'année dans l'armée de plus, je crois qu'on n'est pas loin de 10 ans. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Alors après, maintenant, vous me demandiez de savoir, la question c'est vraiment de savoir si il y a un lien entre cet attentat de la Nouvelle-Orléans et l'attentat mené, l'explosion à Las Vegas, puisque selon les premières informations qu'on a, tout ça est encore hypothétique, hein, mais c'est des deux individus auraient eu un passage, un moment dans la même unité, sur la même base, dans le Colorado. Ouais, donc ça déjà, donc on sait que les deux véhicules ont été loués sur la même application de location de voitures. Absolument. Donc déjà, ça rajoute effectivement des éléments. Un dernier mot, Régis, sur ce sujet ? Non, il y a des rumeurs, en fait, effectivement, mais tout ça est à prendre, comme le dit Claude, avec d'extrême précaution, mais sur l'auteur de l'attentat de Las Vegas, comme quoi ce serait un vétéran ancien des forces spéciales, donc ça donnerait un degré en plus intrigant sur si c'est ce personnage, si c'est confirmé. Plusieurs médias britanniques, notamment le Daily Mail et le The Independent, le confirment, aux États-Unis également. Donc si c'est ça, et la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que les deux auteurs de ces deux attentats suicides ont agi, ont préparé leur coup, ont préparé leur acte ensemble, comment ont-ils été en contact, enfin bref, tout ça ouvre beaucoup de pistes. La présence sur la même base militaire fait que il y a un lien peut-être qui existait depuis cette époque, donc tout ça va être, il va donner lieu sans doute à une enquête extrêmement poussée pour savoir quels ont été les motifs et s'il y avait vraiment l'idée de coordonner deux attentats au même moment aux États-Unis sur le sol américain. Sur ce terrain-là, cette guerre-là, pour le moment, elle est perdue par l'Occident, parce que en réalité, la volonté de semer la terreur, j'ai envie de dire, en Occident, que ce soit en France, que ce soit dans ces pays-là, aux États-Unis aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est plutôt réussi. Al-Qaïda, que ce soit Al-Qaïda, les deux dimensions principales de la terreur d'origine islamiste, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique, n'ont jamais été aussi efficaces que quand ils possédaient des sanctuaires. C'est-à-dire, ça a été l'Afghanistan pour Al-Qaïda et ça a été la zone syro-irakienne pour Daesh. À partir de ce moment-là, ils ont plus projeté des attentats et il y a eu l'autre type d'attentats qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire des attentats perpétrés par des gens à l'intérieur des pays. Mais là, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'au niveau international, on a quand même reculé dans cette lutte. L'Afghanistan est aujourd'hui contrôlé par les talibans. On a rendu les clés aux talibans après les avoir chassés 20 ans avant pour des raisons de présence d'Al-Qaïda. C'est la présence d'Al-Qaïda qui a fait qu'on est intervenu en Afghanistan. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais ce qui est en train de se passer en Syrie est loin d'être parfaitement rassurant avec les nouvelles autorités, avec toute la nébuleuse de groupes qui existent dans la suite d'HTS, qui aujourd'hui est au pouvoir à Damas, qui fait effectivement, Jolani est un ancien d'Al-Qaïda, un ancien de l'État islamique, aujourd'hui il met une cravate, mais rien ne dit que derrière ne va pas se créer à nouveau, beaucoup plus proche de chez nous cette fois, un nouveau sanctuaire, ou en tout cas un nouvel endroit, et d'ailleurs Daesh a refait parler de lui à nouveau en Syrie, c'est-à-dire dans une version plus militaire et moins terroriste, et aujourd'hui je trouve ça très, très inquiétant de constater que finalement on progresse dans certains pays. Vous parliez des Émirats Arabes Unis, effectivement ça fait très longtemps que les Émirats Arabes Unis alertent, font la chasse aux frères musulmans et alertent l'Occident en disant on vous avait prévenu. Moi je lisais un journaliste justement émirati qui expliquait, qui disait aux États-Unis là après cet attentat, qui disait mais vous les avez accueillis chez vous, nous les avons chassés, on vous avait prévenu, et les Saoudiens également sur l'attentat de Magdebourg avaient prévenu les autorités allemandes que ce type était susceptible de passer à l'acte. Donc on a des pays arabes qui viennent nous dire attention, vous êtes permissif et ça va continuer à se produire chez vous. C'est ça veut dire, c'est ce qui explique que la menace aujourd'hui elle est aussi importante, parce qu'il y a aussi beaucoup d'attentats qui sont déjoués. On peut aussi bien le sûr, rappeler. Il y en a énormément. Donc ça veut dire que parce qu'il y a eu un menace... progrès des services de renseignement. Bien sûr, les services de renseignement quadrillent. Aujourd'hui, ils voient tout ce qui se passe dans le monde cyber. Ça veut dire que la menace, elle est réelle. Mais la menace, elle est réelle et on ne peut jamais empêcher quelqu'un de passer à l'acte. Et c'est ça, c'est le stade ultime finalement de l'attentat low cost. On peut jamais empêcher quelqu'un de passer à l'acte si lui, il a la volonté de le faire sans communiquer. Et c'est ça le problème.